Bonjour Fabrice Langrenier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à l'une de ces entrevues de la revue Entre-temps. Fabrice Langrenier, vous êtes historien, spécialiste d'histoire des migrations, chargé de recherche au CNRS. Vous avez eu, c'est peu banal, une première carrière dans la magistrature au tribunal administratif de Paris, avant de soutenir une thèse à l'université de Cambridge, dont vous avez tiré un ouvrage publié d'abord en anglais en 2022 chez Routledge, puis en 2023 en français aux éditions de la Découverte, sous le titre « Voisins de passage, une micro-histoire des migrations », un beau livre qui a été couronné en octobre 2024 par le Grand Prix des rendez-vous d'histoire de Blois. Ce livre, vous le consacrez à l'histoire d'un immeuble, ou plutôt d'une unité d'habitation, les numéros 96, 98, 100 et 102 de l'avenue de Paris à la Plaine Saint-Denis. Alors on aura l'occasion de revenir tout à l'heure plus en détail sur l'histoire de cet immeuble, sur l'histoire de ses habitantes et de ses habitants. Mais disons tout de suite que ce choix de consacrer cet ouvrage à la biographie d'un immeuble, c'est un choix qui nous parle tout particulièrement chez Entre-temps, où depuis plusieurs années, nous avons développé un certain nombre de formats autour de l'histoire des lieux en général et des lieux d'habitation en particulier. Je pense par exemple à la série En lieu et place de Philippe Artière, ou encore à notre jeu d'histoire La Parcelle. Et ce choix, vous le rattachez aussi plus largement à un essor de l'intérêt pour les lieux d'habitation, aussi bien depuis longtemps en littérature que plus récemment, depuis quelques années, en histoire et dans les autres sciences sociales. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est ce regain d'intérêt pour les lieux d'habitation et pour leur histoire. À quoi tient-il selon vous? Comment est-ce que vous expliquez qu'on s'intéresse autant aujourd'hui, aussi bien dans des ouvrages de recherche, dans des musées que dans des documentaires, à l'histoire des lieux d'habitation des hommes et des femmes du passé? Je pense que cet intérêt pour les lieux d'habitation, les espaces domestiques, les immeubles en l'espèce collectif, nous renvoie à une réalité très familière du monde urbain en particulier et contemporain. Et comme vous l'indiquiez, c'est quelque chose qui a une dimension théâtrale, si on peut dire, assez forte, d'unité de lieu, ou en tout cas dans le cadrage, quelque chose qui a été privilégié par les auteurs de romans, par les cinéastes, et les sources nous permettent désormais, en histoire, de retrouver des éléments à une granularité suffisamment fine pour pouvoir documenter les trajectoires, mais aussi la coexistence des occupantes et des occupants d'un immeuble. Un des exemples qui a été assez marquant ces dernières années dans les travaux historiques a été le documentaire de Ruth Silberman sur les enfants du 209 rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris, consacré aux habitantes et habitants juifs d'un immeuble d'habitation pendant les années 30 et la période de l'occupation. Et mon ouvrage s'appuie sur un cadrage similaire. C'est une manière de saisir un groupe, une cohorte de population, d'une manière qui est certes arbitraire, un découpage du tissu social par l'adresse, mais qui permet de ne pas saisir ces populations d'une autre façon, avec un autre arbitraire qui serait plus problématique sur une base communautaire, ethnique, présupposée, puisque c'est précisément les questions que, pour ma part, je me posais, de savoir si l'origine, formulée en termes ethniques, formulée en termes nationaux, joue un rôle dans l'histoire de ces personnes. Donc précisément, prendre une rue, un immeuble, un pâté de maison, une parcelle, c'est une manière de ne pas être la proie de ces découpages ethniques ou nationaux.
Alors venons-en justement au paysage de cet immeuble au cœur de votre étude, donc le 96 à 102 de l'avenue de Paris à la Plaine Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet immeuble et la manière dont vous l'avez étudié? Parce que, et c'est un des grands intérêts de votre ouvrage, l'immeuble dans votre livre n'est pas uniquement un simple décor de l'histoire que vous racontez, mais bien plus que cela. Alors, il se trouve que d'un certain côté, c'est un immeuble comme tant d'autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque une cité ouvrière. Il y en a beaucoup dans le nord-est parisien, dans la banlieue nord, aussi dans la banlieue est de Paris. Une cité ouvrière, le mot a eu une longue postérité en banlieue parisienne, mais à la fin du 19e siècle et à la Belle Époque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des immeubles en dur, élevés de 2-3 étages éventuellement en façade sur la rue. En l'occurrence, là, c'est une grande avenue, celle qui va de Paris à Saint-Denis, une très ancienne avenue plein nord à la sortie des fortifications parisiennes par la porte de la Chapelle. Sur cette avenue, donc, ces constructions en façade, qui sont en l'occurrence en pierre, qui peuvent être en briques, en tout cas des immeubles qui ressemblent à nos immeubles des villes actuelles, et puis des passages qui mènent à de vastes cours intérieures, mais très profondes, qui gardent pendant plusieurs décennies la mémoire d'une certaine manière de l'origine rurale de ces terrains, puisque la plaine Saint-Denis dont on parle au milieu du 19e siècle, elle est complètement rurale, d'ailleurs assez peu mise en valeur du point de vue agricole. C'est un espace de marge géographique entre Paris et la ville de Saint-Denis, et puis l'industrialisation connaît un essor extrêmement fort dans cet espace géographique, et donc ces parcelles, avec ces immeubles en façade sur rue, eh bien à l'arrière se hérissent de constructions beaucoup plus précaires, en bois, généralement de plein pied ou d'un étage, pour loger les nombreuses familles ouvrières qui arrivent dans ces quartiers pour fournir la main-d'œuvre industrielle de ces ateliers, de ces entrepôts, de ces usines métallurgiques, chimiques, qui se multiplient par dizaines et dizaines au tournant du XXe siècle. Et donc, on a une espèce d'immeuble ou de groupe de construction tout à fait composite, hétéroclite, qui lui-même, à l'image de la population qui vit dans les lieux, se recompose. C'est-à-dire que du point de vue architectonique, c'est une modification constante, notamment parce que les petites maisons se délabrent, les baraques, les ateliers sont remplacés par des constructions qui vont accueillir des appartements, etc. Au début de la période, on a même des animaux, une étable pour des chevaux, le nourrisseur du quartier a quelques vaches laitières encore sur la même parcelle, etc. Donc là aussi, l'immeuble est en renouvellement constant. Et pourquoi n'est-ce pas seulement un décor? Parce que ce qu'on sait bien depuis des travaux sociologiques en particulier, qui datent déjà des années 60 ou 70 du XXe siècle, eh bien, c'est que l'espace est toujours vécu. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est comment les gens perçoivent l'espace, comment ils vivent les distances, qui ont beau géographiquement être les mêmes d'un point à un autre. Eh bien, les habitantes et les habitants ont des tropismes, ont des préférences, ont des habitudes. Il y a des parcours circulatoires dans cet immeuble qui offrent des possibilités de rencontre ou d'évitement entre les voisines et les voisins. On peut se cacher dans les caves, sur les toits, on peut s'enfuir. Donc voilà, l'immeuble fait partie intégrante des personnages que j'ai étudiés, et la difficulté est aussi qu'il n'est jamais fixe, pas plus que la population de ses habitants. Oui, parce que votre travail, je ne l'ai pas dit d'emblée, mais couvre un demi-siècle, de 1882
à 1932, avec toute une série d'évolutions dans l'architecture même et l'organisation spatiale de l'immeuble. Et vous prêtez une attention soutenue aussi, non seulement à la matérialité, mais aussi à la manière dont l'immeuble éveille les sens des habitants, au rôle de l'odorat, de la vue, de l'ouïe, au rôle des tas de ferrailles qui peuvent aussi bien dégoûter certains riverains que servir de terrain de jeu pour les enfants. Comment est-ce que vous avez reconstitué cette histoire à la fois matérielle et sensible de cet immeuble ? Alors, une des solutions pour le faire, c'est de travailler d'une certaine manière en archéologue à partir du bâti, en allant chercher les traces à la manière d'un historien de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. En l'occurrence, il y a très peu aujourd'hui d'éléments construits qui ont survécu. Pour la bonne et simple raison que dans les années 60, ce territoire, cette avenue fait l'objet de travaux massifs à la faveur du percement de l'autoroute A1 qui passe aujourd'hui sous l'avenue du président Wilson, l'ancienne avenue de Paris dont il s'agit. Et seul un élément assez réduit a survécu aujourd'hui. Et a fait l'objet de plusieurs réflexions au fil du temps, donc il n'y a pas de traces. La taille des appartements ou de l'immeuble lui-même a été conservée, son apparence, mais donc ce qu'il faut, c'est trouver de la documentation pour à la fois se faire une idée des lieux, de leur apparence, mais aussi, comme vous l'indiquiez, de ces différentes dimensions sensorielles qu'implique la vie dans cet endroit-là. Et en réalité, les sources, en particulier notariales, à la faveur des changements de propriétaires, à un moment même, un morceau de la parcelle est mis aux enchères, donc là il y a tout un cahier des charges qui décrit l'état de la parcelle, et donc à partir du moment où on sait qu'il y a un cordonnier, ça fait un bruit de marteau. S'il y a des lapins, des poules, et que c'est indiqué dans les sources, ben, là aussi, on peut, du point de vue sonore, se faire quand même une idée de ce que ça peut représenter. La démographie aussi, c'est-à-dire que le nombre d'enfants et de naissances dans un espace extrêmement densément peuplé, on l'a pas encore souligné, mais c'est une parcelle, un groupe d'habitation qui s'étend sur un peu moins de 2 hectares, et on a jusqu'à 500 personnes qui vivent à 5, 6, 7 par appartement. Les appartements font généralement autour de 15 mètres carrés de superficie. Donc là aussi, beaucoup de naissances, beaucoup de familles, beaucoup de bruit, des murs qui sont mal isolés, comme on dirait aujourd'hui, du point de vue sonore. Donc voilà, l'idée c'est aussi de comprendre, pour pouvoir s'interroger sur la manière dont les gens se regroupent ou non, dont ils pensent leurs affiliations sociales, aussi s'interroger sur la manière dont au quotidien ils conduisent leurs existences, à la maison, à l'usine, au bistrot. Essayer d'abord de comprendre ça, parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier la manière dont ces personnes, pour la plupart des ouvriers d'origine rurale de l'Europe et d'ailleurs encore, vivaient leurs préférences sociales de leur quotidien, de leurs conditions d'existence quotidienne. Oui, c'est passionnant. Dans une précédente entrevue, on avait reçu l'archéologue du paysage sonore Mylène Pardoen, et en vous lisant, on entend la vie de cet immeuble, effectivement. Et une autre source que vous n'avez pas mentionnée, mais qui semble être précieuse pour reconstituer cette dimension sensorielle, ce sont les entretiens réalisés avec des descendants d'habitantes et d'habitants de l'immeuble, parce que vous vous intéressez au lieu, mais vous vous intéressez aussi et peut-être surtout à ces habitantes, à ces habitants, et tout particulièrement à ceux parmi eux qui sont des migrants. Votre ouvrage, n'oublions pas, se veut une micro-histoire des migrations. Alors comment est-ce que vous y êtes pris pour retracer à partir de l'immeuble ces parcours de vie migrante, et qu'est-ce que cette échelle d'analyse, celle de l'immeuble, apporte à l'histoire des migrations ?
Alors, en partant des recensements, si vous vous lancez dans une enquête sur une adresse ou une rue, la première source qui va être disponible pour votre enquête, d'ailleurs c'est sans doute à partir de cette source-là que vous aurez lancé votre filet de pêche d'une certaine manière sur tel ou tel territoire. Ça va être en France, mais dans beaucoup d'autres pays d'Europe à la même époque, les recensements, les registres de dénombrement de la population qui sont la synthèse de ces enquêtes décennales ou quinquennales, en l'occurrence à Saint-Denis, pour le 19e siècle, le second 19e siècle, à partir de 1881, tous les 5 ans, sauf exception pendant la Grande Guerre en particulier, eh bien, on a une photo, une vision instantanée des gens qui habitent à tel ou tel numéro. Et c'est précisément en voulant faire une histoire des migrations. Histoire des migrations, ça veut dire à la fois l'histoire des déplacements à travers l'espace, mais aussi et surtout une histoire de l'ajustement des migrantes et des migrants aux sociétés où ils s'établissent, quitte à ce que ce soit à titre temporaire, et les sociétés qu'ils quittent supposément, ou dans lesquelles ils retournent périodiquement, etc. Et donc, pour faire l'histoire de cet ajustement, et voir si et dans quelle mesure l'origine géographique, encore une fois, jouait un rôle dans leur vie de tous les jours, dans leurs interactions sociales, eh bien, il me fallait trouver un laboratoire, un lieu où les origines soient suffisamment diversifiées. Et donc, à partir des recensements, c'est là que, à Saint-Denis ou à Pantin ou à Aubervilliers, dans ces banlieues nord, plusieurs immeubles très peuplés, plusieurs cités ouvrières de cet ordre, eh bien, remplissent ces caractéristiques d'une grande diversité d'origines migratoires, puisque, je vous le disais, la plaine Saint-Denis est un espace quasiment vierge au milieu du XIXe siècle. Eh bien, déjà, on peut être quasiment certain qu'en 1900, la quasi-totalité des gens de plus de 10 ou 15 ans sont des migrants, au sens strict, c'est-à-dire qu'ils sont nés ailleurs. Pour une bonne part, ils habitaient à Paris, même s'ils étaient nés beaucoup plus loin. Donc on a beaucoup de gens qui viennent de Paris. Il y a aussi toute cette question de l'origine à la naissance, mais aussi j'ai essayé de comprendre par où ces personnes étaient passées et où elles vont ensuite. Je pense que ça a un intérêt historique qui est de complexifier notre compréhension des parcours, y compris dans un monde populaire, des classes populaires qu'on imagine assez peu mobiles, etc. En réalité, on voit des parcours très complexes au fil de la vie, qu'on peut documenter par les lieux de naissance des enfants, là encore à partir des recensements, évidemment par l'état civil et l'aide de tout ce qui est aujourd'hui, tout ce que sont les bases de données généalogiques, mais aussi des sources peu exploitées pour les trajectoires résidentielles, les parcours de migration, que sont les registres de conscription militaire, les registres matricules militaires, qui ne concernent que les hommes, évidemment, en âge de servir, où bien les conscrits doivent déclarer leur adresse à l'armée pour être susceptibles de réaliser leur période périodique d'exercice militaire, ou bien les dossiers de naturalisation, de demande de naturalisation pour les étrangers qui accèdent à la nationalité française, ce qui est le cas pour une grande part des familles sur lesquelles j'ai travaillé, des familles étrangères, en tout cas dans l'entre-deux-guerres. Et bien là, on leur demande de lister les lieux où ils ont habité en France, et puis après 1927, même à l'étranger avant d'arriver en France. Donc avec ces différentes sources, on peut se faire une idée des itinéraires qui correspondent à des lieux industriels, à des réseaux familiaux, à des implantations diasporiques, comme on dit aujourd'hui, et avoir une meilleure conception de ces flux migratoires. Donc voilà une manière de documenter les parcours. Donc c'est une double dimension que j'ai essayé de prendre en compte, le mouvement, en ne figeant pas quelque chose qui
qui est une expérience de la mobilité relativement permanente, même si, évidemment, une minorité d'habitants passe 10, 15, 20 ans au même endroit ou dans des immeubles à quelques mètres de distance. La plupart des gens opèrent au fil de leur vie, mais même à une fréquence assez forte et sur des échelles de temps réduites, des mouvements importants à travers l'espace. Oui, c'est déterminant, cette mobilité permanente et le fait de vous concentrer sur un panel assez réduit d'individus, un peu plus de 4000, c'est ça, en tout sur demi-siècle qui vous intéresse, ça vous permet effectivement de saisir des phénomènes qui ne sont pas si souvent que ça mis en avant par les historiennes et les historiens des migrations, que ce soit tous ces phénomènes d'aller et retour qui complexifient la vision qu'on peut avoir de la migration comme un grand départ, ou toutes ces petites migrations, celles qui précèdent l'arrivée à la plaine Saint-Denis, celles qui suivent, etc., que vous suivez grâce à la diversité de sources que vous mobilisez. Ces 4000 et quelques individus, est-ce que vous pouvez rapidement nous les présenter, les principaux groupes? Alors pas uniquement par origine à la naissance, hein, ne rigidifions pas effectivement cette appartenance comme étant la plus déterminante, mais vous vous intéressez aussi à des groupes spécifiques qu'on s'attendait moins à croiser, comme par exemple ces enfants verriers employés par la verrerie Legras. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu un panorama de cette population de l'immeuble? Oui, alors c'est une population, donc je l'ai dit, à un instant T qui compte jusqu'à 480 habitants au tournant des années 1910, et donc sur les 50 années, 4800 personnes dont j'ai pu documenter la présence à cette adresse. Mais ça inclut évidemment les enfants morts en bas âge, toute une partie de ces populations qui passent, pour certains, seulement quelques jours. On trouve sur la parcelle, parmi ces constructions, un hôtel-restaurant. Au moment du recensement, les clients de l'hôtel, qui peuvent être là juste pour 3 nuits, sont recensés. Donc, on ne peut pas savoir pour combien de temps ils ont séjourné à l'hôtel. Les registres des hôtels et des garnis existaient, mais pour la plupart, ils ont disparu pour ces quartiers-là. C'est une population qui est nombreuse, je l'ai dit, qui vit dans des appartements de taille très étroite. Et donc, ces familles, elles accueillent bien souvent des pensionnaires qui sont des jeunes hommes nouvellement arrivés dans le quartier, avec qui les familles peuvent avoir un lien, c'est très fréquent, un lien familial ou un lien de sociabilité lié au village d'origine. Mais parfois, ces individus qu'on prend sans les connaître comme pensionnaires, donc au milieu de ce tout petit espace où on déplie les lits cages pour faire dormir les enfants en travers du matelas, etc. On tire des rideaux pour préserver une certaine intimité parentale, etc. Eh bien, il y a le pensionnaire au milieu de la pièce en plus. Et c'est une population qui est jeune. C'est une population jeune avec une espérance de vie tirée vers le bas par une forte mortalité infantile. Une population jeune, une population disproportionnément masculine, avec des hommes seuls plus nombreux que les femmes seules, qui existent aussi, un certain nombre de veuves dans l'immeuble au fil de cette histoire. Et puis, beaucoup d'enfants qui ne sont pas nécessairement avec leurs parents. Et c'est cette histoire d'importation, de trafic d'enfants ouvriers étrangers, n'ayant pas l'âge légal pour travailler dans les usines, puisque au fil du 19e siècle, eh bien, une série de législations sociales restreignent de plus en plus l'emploi des enfants et des femmes, le travail nocturne, mais le travail tout court des enfants en dessous d'un certain âge. La grande loi de la fin du 19e à cet égard, c'est la loi d'août 1892 qui prohibe l'emploi d'enfants dans les manufactures en deçà de 14 ans. Une dérogation est faite pour les mines et les verreries en particulier à 13 ans. Mais en dessous de 13 ans, c'est interdit. Les maîtres verriers, comme celui de la plaine Saint-Denis, dont l'usine énorme, qui emploie plus de 1000 ouvriers à la belle époque, eh bien, se situe quasiment en face de ces immeubles sur lesquels j'ai travaillé. Le maître verrier de la plaine Saint-Denis, M. Legras, n'a aucune intention de se soumettre
à ces réglementations. Le modèle d'affaires, comme on dit en bon français, la manière de travailler des verriers depuis des décennies, sinon des siècles, c'est d'employer des tout petits enfants, les propres enfants des ouvriers, ou bien des groupes d'enfants acheminés par des intermédiaires, sans quasiment qu'ils ne coûtent rien à l'usine, faire les tâches manuelles les plus simples, donc ce qu'on appelle dans le monde de la verrerie les gamins, qui portent la canne avec la bulle de verre au bout de la canne, et bien de la fournaise jusqu'à la position du souffleur. Ces enfants sont, d'après les patrons verriers, indispensables à la bonne marche de l'usine. Et d'embaucher des enfants qui ont 8 ou 9 ans, ça permet d'avoir des ouvriers à 15, 16, 17 ans qui sont extrêmement qualifiés. Pour ceux qui survivent jusque-là dans de bonnes conditions de santé, ce qui est tout le problème, et ce qui est la raison pour laquelle la République, la Troisième République, décide de renforcer cette législation qui réprime le travail des enfants. Et donc, en 1892, lorsque la réglementation change, les patrons verriers, c'est vrai des patrons mineurs aussi, se disent un expédient va être pour nous de prendre ces enfants étrangers, alors d'abord issus d'un petit coin de la péninsule italienne, et ensuite, lorsque le scandale est découvert, eh bien, ils se retournent vers d'autres fournisseurs, à la fois français, puis espagnols, etc. Donc c'est une histoire qui traverse mon livre, en se disant l'état civil étranger sera moins facile à contrôler par l'inspection du travail, et donc il se repose sur des réseaux d'importateurs d'enfants qui, de manière tout à fait intéressante, étaient ceux-là même qui avaient l'habitude de sillonner les grandes villes européennes, mais y compris la Normandie, au début de son histoire touristique et estivale, etc., pour vendre des biscuits, les fameuses oublis ou les plaisirs de la fin du XIXe siècle, vendre des douceurs aux passants, ou bien jouer de la musique ambulante. Et donc ce sont les mêmes personnes, avec les mêmes enfants, qui passent de la vente de biscuits ou l'accordéon, la vente de chansons, à l'industrie, sans tout à fait renoncer. C'est-à-dire que le dimanche, qui est le jour de repos des enfants, eh bien, leurs padroni transalpins ou leurs padrones espagnols les emmènent dans les quartiers de Paris pour vendre des biscuits et continuer ce premier type d'activité. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on a aussi une grande diversité d'origine, c'est que cette problématique de la main-d'œuvre infantile, eh bien, renouvelle aussi les provenances d'une partie des habitants de l'immeuble, sans que cela résume les origines géographiques. Vous me demandiez quel est le profil de la population, eh bien, elle est jeune et elle est à l'origine, la majorité, au tout début de la période, dans les années 1880, des habitants viennent des départements récemment annexés par l'Empire allemand en 1871, donc l'ancienne Meurthe, la Moselle, les départements alsaciens. Le monde de la verrerie est très développé aussi dans ces régions-là, donc ce sont des ouvriers pour une bonne part qualifiés qui vont s'embaucher dans les verreries de la couronne parisienne. Donc là, il y a une migration liée à l'économie et au travail, même si on pourrait croire à première vue qu'il s'agit de l'annexion et donc un motif politique, c'est pas exactement comme ça que ça se joue. Et puis donc des Belges, des Bretons, des gens du Massif central, on l'a dit, la péninsule italienne, deux micro-régions espagnoles. Et la Première Guerre mondiale ajoute encore de nouvelles origines lointaines à ces populations, en particulier par le recours des pouvoirs publics à la main-d'œuvre coloniale. La main-d'œuvre coloniale, indochinoise et kabyle, nord-africaine kabyle en particulier, ces populations étant appelées généralement de force par les autorités militaires pour suppléer à l'absence des hommes
français, belges, puis italiens partis se combattre sur le front. Et donc avec les femmes, bien entendu, les usines de la Grande Guerre ont besoin de cette main-d'œuvre, mais aussi, donc main-d'œuvre coloniale, mais aussi portugaise, grecque, chinoise, sous contrat. Voilà, donc un renouvellement auquel s'ajoute l'Europe de l'Est dans l'entre-deux-guerres, bien sûr, qui en permanence déplace les majorités d'origine, force les personnes à se repositionner dans le social. Par l'arrivée de nouveaux habitants, par le départ de soi ou de ses proches, par les options qui s'offrent à vous, aux Amériques, à l'étranger, la possibilité d'un retour ou pas, avec les changements de régime en Espagne, en Italie, c'est plus possible de retourner, ou on garde quand même l'espoir d'y retourner un jour. Voilà, c'est ce déplacement qui est intéressant, qui est d'autant plus intéressant que les origines changent beaucoup. Oui, et cette diversité d'origine, on en prend bien la mesure sur la carte interactive disponible en ligne qui accompagne votre ouvrage et où on identifie bien ces principaux pôles d'origine et puis quelques cas plus surprenants d'individus ayant habité l'immeuble et originaires d'Amérique du Nord, du Brésil, de Saïgon, etc. Et justement sur cette question des origines, une des principales démonstrations de votre ouvrage et celle peut-être dont les implications politiques aujourd'hui sont les plus fortes, tient à votre effort pour nuancer le nationalisme méthodologique qui a longtemps prévalu dans l'histoire des migrations, qui prenait pour acquis le fait que les parcours migratoires se jouaient à une échelle nationale ou ethnique et concevait les espaces de migration comme des mosaïques d'origine nationale ou ethnique. Un des grands intérêts de votre ouvrage, c'est de vous permettre, par cette échelle fine, de situer précisément à un grain très fin, là où ces catégories nationales ou ethniques jouent et là où elles ne jouent pas du tout. Alors, quel rôle, au juste, joue dans la vie des habitants et des habitantes de votre immeuble ces appartenances nationales et ethniques? Et quelles leçons est-ce que vous pensez qu'on peut tirer de cette étude de cas sur la manière de concevoir les phénomènes migratoires aujourd'hui? Je pense que c'est précisément le cœur de la réflexion que propose cet ouvrage, c'est d'avoir une approche beaucoup plus humble et le moins anachronique possible, lorsqu'on s'intéresse à ces appartenances liées à l'origine géographique, mais donc qui peuvent prendre une tournure ethnique, nationale, raciale, mais aussi les appartenances de classe, d'âge également, tous les paramètres de différenciation, le genre bien entendu, ne pas aller trop vite en besogne en plaquant quelque chose qui serait dérivé de notre présent, qu'à mon avis on a aussi tendance à hypertrophier. Bien sûr, nous avons beaucoup plus de papiers d'identité, de moments d'identification. Les langues nationales en Europe, depuis le milieu du XXe siècle, en particulier pour les pays du sud de l'Europe, se sont diffusées à travers l'école, à travers les médias. Et donc on a une présence du national et de cette géométrie beaucoup plus forte aujourd'hui, certes, peut-être pas autant qu'on ne le croit. Et donc, essayer de ne pas plaquer ça sur un temps qui nous paraît finalement tout proche, mais où les choses n'étaient pas aussi simples qu'aujourd'hui. L'origine, le national, il joue à l'époque. On le voit dans certaines sources, les sources de presse en particulier. La Belle Époque, ou les années 1890, c'est un moment d'italianophobie majeure. Pensons au grand pogrom d'Aigues-Mortes de 1893, aux émeutes qui suivent l'assassinat du président de la République en juin 1894 par un anarchiste italien, etc. Ça existe dans les classes populaires, à la faveur de tensions. Ça existe dans les journaux, en tout cas. L'affaire Dreyfus, l'anthropométrie raciale, la conquête coloniale, l'expansion de l'Empire français à ce moment-là. Mais est-ce que les journaux reflètent véritablement la vie? Est-ce que ces idées
de distinction raciale, de distinction nationale, reflète ce qui se passe dans la tête et dans la vie des gens, des ouvriers qui travaillent 14 heures, 15 heures par jour et qui ont peut-être d'autres chats à fouetter que de se situer de manière nationale. Surtout s'ils sont originaires de villages ou de régions qui sont géographiquement restreintes et où ils n'ont pas, ils ne vivent pas dans des espaces où d'autres compatriotes au sens national vivraient avec eux. Donc c'est vraiment qu'il y ait des appartenances familiales, des sentiments d'attachement au village, à la région natale, ça c'est sans doute vrai et on le voit dans les sources, on arrive à le documenter. La question plus importante, c'est est-ce que dans les interactions positives comme négatives avec autrui, est-ce que la géométrie nationale joue un rôle? Et donc ça, le livre essaye d'y répondre. Pour ce qui est des interactions positives, eh bien, de quoi dispose-t-on comme trace? Comme les historiens les praticiens de la démographie historique le savent bien, on a les mariages, les amitiés documentées par les témoins de mariage ou de déclaration de naissance ou de décès. Alors, il faut travailler avec précaution sur ces sources-là. Donc, on essaye de voir s'il y a une prédilection pour les co-nationaux dans ces interactions positives. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et en réalité, ce n'est pas nécessairement évident. En tout cas, pour certaines origines, comme les Espagnols, c'est plus vrai que pour d'autres, où c'est beaucoup plus flou, et où finalement, lorsque votre ami ou votre époux n'est pas originaire du même patelin ou de la même sous-région que vous, eh bien, vous allez le prendre avec une égale propension en Alsace, en Bretagne, ou vous voyez, du point de vue de son origine. Et dans les interactions négatives, c'est pareil. La Plaine Saint-Denis, quartier ouvrier, quartier très densément peuplé, où on souffre de la densité, du bruit, des maladies, de la fatigue, où on boit beaucoup d'alcool, parce que les débits sont extrêmes, les débits de boissons, comme on disait, les marchands de vin sont extrêmement nombreux. Eh bien, c'est un quartier où la violence est endémique, la violence pas aussi organisée que voulaient le croire, là encore, les élites lorsqu'elles faisaient leur chou gras des Apaches à la Belle Époque, des Apaches aux barrières de Paris, là, dans la zone derrière les fortifications parisiennes, mais une violence tout de même. Cette violence est-elle liée, ne serait-ce qu'en partie, à des différences d'origine? Si elle n'est pas liée à ça, à quoi est-elle liée? Je l'ai dit, à des questions de promiscuité, et ce qu'on voit dans les sources, c'est d'essayer de déconstruire ce que les élites interprètent comme des conflits internationaux ou interethniques, en voyant que c'est beaucoup plus complexe. Ça peut être des rivalités amoureuses, des rivalités d'argent, des espèces de vengeances recuites entre groupes d'ouvriers, etc. Ça ne veut pas dire qu'à ces moments de tension, dans des épisodes violents en particulier, la géométrie nationale ou raciale doit être totalement mise de côté. Notamment parce que les facteurs d'un conflit, les ressorts d'un conflit peuvent être d'une autre nature. Et puis là, la rhétorique entretenue en particulier par les journaux, par le discours ambiant, eh bien, peut être convoquée par les acteurs, ça on le sait, par l'anthropologie, par la sociologie, pour blesser verbalement l'adversaire, pour tracer des lignes au cours même du conflit. Donc voilà, essayer d'évaluer à sa plus juste mesure l'incidence de ces catégories sans présupposer qu'elles sont l'alpha et l'oméga de la vie sociale à l'époque. Alors, il y aurait plein d'autres aspects du livre à explorer, que ce soit la question du genre, celle de la langue. Vous avez des analyses, je trouve, particulièrement intéressantes sur la diversité linguistique dans l'immeuble et la manière dont elle facilite ou non ce rapprochement sur une base nationale. Mais je ne voulais pas uniquement vous parler de l'ouvrage, parce que chez Entretemps, on s'intéresse particulièrement aux liens entre les différentes manières
d'écrire et d'étudier l'histoire. Et cette histoire d'immeuble, vous l'avez explorée dans ce livre, mais vous l'abordez aussi sous un angle muséal à travers votre implication dans l'AMULOP, l'association pour un musée du logement populaire du Grand Paris. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce collectif et est-ce que c'est la même chose d'étudier un immeuble dans le cadre d'un projet de recherche comme celui qui a donné lieu à Voisins de Passage et dans le cadre de projets d'histoire publique et de musées comme avec l'AMULOP? Alors, l'association pour un musée du logement populaire est une association qui a maintenant une dizaine d'années et qui vise, comme son nom l'indique, à faire émerger un musée, un lieu permanent du logement populaire, mais en réalité de la population, de l'histoire des populations dans les banlieues de Paris, à travers la micro-histoire de familles ayant vécu dans l'immeuble qui accueillera ce musée. C'est un modèle que nous avons repris d'un musée pionnier qui a fait quelques émules de par le monde. Ce musée pionnier, c'est le Tenement Museum dans le Lower East Side de Manhattan, à New York, un musée d'origine associative également, ouvert à la fin des années 1980 et qui, aujourd'hui, accueille plus de 250 000 visiteurs par an. Évidemment, c'est au cœur de la ville de New York. Et cette idée de faire comprendre l'histoire des migrations, l'histoire du travail, l'histoire du genre, l'histoire de la vie populaire, l'histoire des loisirs, à travers les récits incarnés de familles qui sont nommément identifiées et ont vraiment vécu dans les lieux dont il est question et où sont présentés ces parcours, eh bien ça fonctionne, c'est quelque chose qui permet une médiation efficace et qu'on essaye de reproduire. Alors, ce qu'a fait l'AMULOP, c'est d'abord une grande exposition de préfiguration du musée en 2021-2022 qui s'est appelée La vie HLM dans une cité, dans un grand ensemble, une barre faisant partie d'un grand ensemble des années 50 à Aubervilliers. Et donc, quelles sont les ressemblances avec le projet que moi j'ai conduit du point de vue de l'histoire? Eh bien, la recherche documentaire pour retrouver qui étaient les habitants, est-ce qu'on retrouve des sources à leur sujet dans les dossiers des locataires, de l'office public d'HLM, dans les recensements, eh bien ça, la recherche, elle est tout à fait similaire. Mais déjà, nous avons travaillé sur une période beaucoup plus récente, c'est-à-dire la seconde partie du XXe siècle, de l'ouverture de cette cité dont il s'agit à la fin des années 50 jusqu'à l'an 2000 à peu près. Et donc là, les gens qui ont vécu dans ces unités d'habitation, dans ces logements, eh bien pour une bonne part sont vivants. Donc c'est pas du tout la même recherche du point de vue de l'histoire orale que celle que j'ai conduite avec des descendants finalement assez éloignés où les mémoires familiales se sont beaucoup déformées. Là, on a des gens qui ont des souvenirs directs sur ces époques. Et puis, la médiation, qu'on va essayer de répliquer dans le musée une fois qu'il sera ouvert d'ici, nous l'espérons, quelques années, dans ce même territoire de la banlieue nord, eh bien, c'est cette idée de co-construire aussi la médiation, les discours muséographiques, la scénographie, avec les habitants du quartier, avec les personnes qui ont vraiment vécu dans ces espaces. Donc ça, c'est très différent. C'est une démarche d'implication collective qui se distingue de la pratique de l'histoire, à tort ou à raison, mais telle que nous la menons du point de vue académique, scientifique. Donc là, l'idée de permettre aux gens eux-mêmes d'incarner par leur voix, par des contenus vidéo, le choix des archives, travailler avec des publics scolaires aussi pour choisir de traduire en dessin ou en maquette un certain nombre d'éléments de mémoire des habitants du lieu, pour ensuite incarner un récit qui n'est pas plaqué
du haut vers le bas par des sachants sur un territoire populaire à qui on enseignerait sa propre histoire, mais c'est bien l'idée d'être des passeurs de discours, d'histoire entre ceux qui la connaissent, ceux qui l'ont vécue, et finalement de manière beaucoup plus complexe et plus digne et plus colorée et plus chatoyante que ce qu'on imagine sur les banlieues populaires, souvent stigmatisées comme étant des espèces d'espaces en relégation constante depuis 60, 70 ans, si ce n'est 150 ans. Et donc des passeurs entre ces gens-là et les gens qui vivent dans ces quartiers aujourd'hui, qui voient peu souvent leur histoire valorisée de cette façon, et les autres habitantes et habitants de la grande ville, en particulier Paris, qui connaissent mal ou qui n'ont pas ce type de contenu à leur disposition dans les musées d'histoire. Eh bien, nous aurons sans doute l'occasion dans quelques années de reparler de la future publication qui sortira de ce nouveau projet. Merci encore Fabrice Langrenier d'avoir accepté de prendre part à cette entrevue pour la revue Entretemps. Merci beaucoup.